ce soir une invitée exceptionnelle avec nous, Farida Belgoul. Bonsoir Farida, merci d'être venue à Meta TV. Vous êtes devenue un peu, on va dire, la bête noire, si j'ose dire, du gouvernement, la nouvelle affaire. On parle de l'affaire Farida Belgoul déjà, c'est-à-dire qu'en 2 jours, on vous a vu sous toutes ses formes dans les médias pour essayer de, on va dire, un peu de vous faire passer pour une menteuse sur cette histoire de théorie du genre, un peu que vous essayeriez d'émeuter un peu comme ça les parents sur quelque chose de fictif, voire de fantasme qui n'existe pas. Et le gouvernement, là, fait de la pédagogie depuis 2 jours en disant non, c'est faux, cette théorie du genre, c'est une invention, cette dame limite est une mythomane, elle interprète. En fait, ce qu'ils veulent dire, en gros, c'est vous dites ça parce que vous êtes d'extrême droite et que vous êtes une proche de Soral et d'une certaine mouvance assimilée selon ces personnes-là à, on va dire, du fascisme, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est le raccourci le plus facile, hein, aujourd'hui. On vous tamponne comme ça le mot fasciste à toutes les sauces. Alors qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé déjà pour que... alors, je pense que c'est parti de ce qu'on appelle les JRE, c'est-à-dire les fameuses journées de retrait d'enfants, c'est ça? Vous avez appelé, en fait, les parents à retirer leur enfant de ces programmes, c'est-à-dire à ne pas suivre ces programmes, à boycotter ces programmes, c'est ça? C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Vous pouvez expliquer un peu? Oui, excusez-moi, j'ai la voix cassée parce qu'en ce moment, je parle partout et dans toute la France, puisqu'on me réclame partout, justement, pour expliquer ce qui se passe. Ce qui montre que des choses, en effet, se passent que le gouvernement a cachées. Et c'est ce qui est intéressant avec l'initiative Journée de retrait de l'école, c'est qu'enfin le débat est ouvert sur la place publique. Je dis bien sur la place publique, dans les foyers, dans les quartiers, dans les villes et dans les campagnes, mais certainement pas dans les médias. Puisque dans les médias, on assiste, sans ma participation, à un véritable lynchage médiatique. Ça semble être désormais le fonctionnement habituel de la démocratie sous parti socialiste. Oui. Donc on ne peut pas imaginer désormais que quelqu'un qui sorte des chemins bordés de la pensée unique sous contrôle puisse envisager de vivre autre chose dès lors qu'il exposera son point de vue que ce que je vis actuellement et que ce que vivent de plus en plus des gens qui sortent du chemin tracé comme je viens de vous le dire. Alors écoutez, vous avez évoqué plusieurs choses. On va les reprendre si vous le voulez bien les unes après les autres. Je vous demanderai d'ailleurs de les repréciser vous-même sous forme de questions précises. Mais déjà, je voulais vous remercier de m'inviter, c'est très courageux à vous, dans ce contexte où je suis devenue le diable en personne et la menteuse incarnée. Je vous remercie d'avoir eu ce courage de m'inviter. C'est vraiment, disons, remarquable. Et je vous remercie d'autant plus que de mon côté, j'ai pris la décision, en lançant cette initiative, une journée de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre dans les classes, j'avais pris la décision de ne jamais accepter d'interview de journalistes du système, comme on peut les appeler rapidement, ou qui sont les chiens de garde actuels du pouvoir. Alors on va me dire, mais comment allez-vous vous faire comprendre si vous ne vous adressez pas aux médias? Eh bien, je réponds tout simplement que c'est parce que je ne m'adresserai pas aux médias sous les ordres, que justement j'ai une chance de me faire comprendre. Puisque là, ils sont en train de me calomnier, de me diffamer, de faire des coupes dans les différentes vidéos que j'ai montées, notamment avec mon frère, pour qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, et qui sont les méthodes habituelles des journalistes mainstream, comme on les appelle, qui sont des méthodes qui consistent à, dès lors qu'une personne a un point de vue qui n'est pas celui du pouvoir, il s'agit de le dénigrer, de le déconsidérer, de le ridiculiser, et de manière extrêmement violente, de façon extrêmement dégradante. C'est un peu un assassinat social, un peu, parce qu'on vous jette votre nom en pâture, comme ça, des gens qui ne vous connaissent pas, Oui, mais ça ne m'inquiète pas, moi, parce que j'ai les reins solides. Je veux dire par là que j'ai une expérience de ce genre de choses, puisque je proviens d'une histoire, j'ai un parcours. Aujourd'hui, je termine ma 55e année, je vais bientôt entrer dans ma 56e année, je suis une maman, et en France, on considère que je suis une maman de famille nombreuse, je suis une enseignante, je suis une militante,
Je suis présidente d'une association qui a combattu, enfin qui n'a pas combattu, qui a essayé de mettre en place des solutions pour lutter contre l'illettrisme des jeunes et en particulier ceux des quartiers populaires. Et j'en suis arrivée à proposer aujourd'hui cette alternative pour défendre l'enfance, leur pudeur et leur intégrité, la pudeur des enfants et leur intégrité, parce que effectivement, cette pudeur et cette intégrité de l'enfance, en ce moment en France, dans les écoles, est attaquée. Alors on va dire elle est dingue. C'est pas vrai. C'est une mythomane. Elle est payée par on ne sait quelle obédience groupuscule, fasciste, qui viendrait nous l'envoyer comme un scout dans la société démocratique dans laquelle nous nous trouvons, où toute prise de parole finalement est possible. Alors moi je vais vous dire que déjà, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne m'adresse pas aux journalistes du pouvoir, c'est que pendant 29 ans j'ai été boycottée véritablement, étant porteuse d'une histoire qui était qui était considérée par eux comme encore sortant de leur pensée unique et qui était encore considérée comme sortant du contrôle qu'ils voulaient en avoir, puisque en tant qu'ancien leader du mouvement Beurre des années 80, j'ai découvert dans mon parcours de militante à l'époque que les antiracistes, ceux qu'on les appelait comme cela, et qui cachaient en fait déjà le Parti Socialiste, Oui. déjà le Parti Socialiste et les gens de gauche, et les progressistes, comme ils se prénomment eux-mêmes, comme ils se désignent et se caractérisent, eh bien, j'ai découvert que ces gens qui se prétendaient les amis de l'immigration et puis les amis des quartiers populaires, eh bien, étaient effectivement sur le terrain exactement l'inverse. J'ai dû choisir au moment de l'arrivée de Convergence 84, la deuxième marche des Beurs, et auquel s'étaient associés d'autres communautés comme les Antillais, les Français bien sûr, hein, ils sont quand même en situation de pouvoir dire chez eux de quoi il en retourne, des Portugais, des Asiatiques et donc des Beurs partis de Marseille. J'ai dit, en arrivant à Paris lors de ce périple qui s'était déroulé sur le territoire sous forme d'une étoile de mobilette qui convergeait vers Paris, quand on est arrivé à Paris, j'ai dit, bah, écoutez, les antiracistes, c'est pas nos amis. Donc il va falloir maintenant discuter de cela. Que se passe-t-il pour que on en soit arrivé à ce que dans le centre-ville, vous ayez des gens qui se prétendent les amis des gens pauvres, les amis des opprimés, les amis des victimes du racisme. Que se passe-t-il pour que quand ceux-ci organisent finalement des rencontres dans les banlieues, eh bien nous nous trouvons en face d'une situation où les gens de banlieue ne sont pas représentés par ces gens-là, et ces gens-là font en sorte que les gens de banlieue notamment ne puissent pas s'exprimer et aller au fond de leurs paroles en totale autonomie. C'est l'escroquerie de l'antiracisme. C'est l'escroquerie de l'antiracisme dont j'ai beaucoup parlé, donc on ne va pas revenir ici, mais je conseille quand même vivement qu'on aille voir ce que je raconte sur les années 80, parce que c'est un témoignage qui est pour l'instant le seul en son genre, il est unique, il en viendra peut-être d'autres, l'histoire nous apportera peut-être d'autres témoins qui viendront certainement confirmer ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai dit c'est la vérité, et qui va là aussi de plus en plus montrer plus que le bout de son nez. Et j'en suis arrivée donc à me méfier des journalistes, parce que ces journalistes ont contribué à m'enterrer vivante à l'époque et à mettre en place un mouvement contre le racisme qui portait le nom que tout le monde connaît de SOS Racisme, prétendument représentant des banlieues, qui n'a jamais représenté les banlieues et qui nous était envoyé de l'Élysée, dirigé par un certain Julien Drey dont on connaît aujourd'hui le bilan, animé par l'Union des étudiants juifs de France qui, socialement, le nom de leur association le prouvant, n'avait rien à voir avec les quartiers populaires, puisque les quartiers populaires, par définition, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants à l'époque. J'étais l'une des rares étudiantes issues des quartiers populaires à l'université, je m'en rappelle très bien. Donc une union d'étudiants qui allait représenter les quartiers populaires, c'était pas du tout une représentation qui était honnête. Et le problème, c'est que l'Union des étudiants juifs de France, l'Élysée, avec SOS Racisme et le Parti Socialiste, n'ont pas du tout, comme d'habitude, je dis maintenant a posteriori, avancé à visage découvert. Ils se sont fait passer pour nous. Et ça, c'est absolument terrible. Ils se sont fait passer pour nous, ils ont parlé à notre place, ils ont prétendu des choses que nous n'avons jamais prononcées, exprimées, et que personnellement j'aurais jamais eu à assumer, puisque j'étais en total désaccord. Il a fallu faire disparaître une génération entière pour que ces gens-là prennent notre place, et pendant 30 ans,
soit les détenteurs d'une parole des banlieues dans lequel en fait il était plutôt question d'assurer la victoire électorale du Parti socialiste. Et parmi ces gens aujourd'hui on voit tous les animateurs de l'époque, des années 80, occuper les places de pouvoir au sein de l'Élysée ou du Parti socialiste. Je n'ai qu'à nommer Harlem Désir qui en est le premier secrétaire aujourd'hui. Le premier secrétaire. Ouais. Et donc cette carrière qu'il a commencée politique, il l'a entamée par une escroquerie, par une arnaque morale dont il portera l'infamie jusqu'à sa mort, sauf si, avant son dernier souffle, il nous demande pardon, parce que je pense qu'il ferait bien de nous demander pardon, compte tenu que cette arnaque et cette escroquerie sociale et intellectuelle a eu des conséquences dramatiques dans les banlieues et dans les quartiers populaires notamment, puisque la situation sociale, intellectuelle et culturelle de ces quartiers s'est considérablement dégradée. Et dégradée de manière mortelle, avec des dégâts qui sont considérables. Et dans ces dégâts, l'un des phénomènes qui est venu encore toujours de la même source, c'est-à-dire de gens comme Julien Drey ou Laurence Rossignol qui prétend aujourd'hui que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Ouais. Laurence Rossignol est sénatrice PS, mais elle était cofondatrice de SOS Racisme dans les années 80. Donc on retrouve toujours les mêmes. Et ces gens-là aujourd'hui, qui nous ont spoliés de notre parole à l'époque, d'autant plus qu'ils ont pris notre place en se faisant passer par nous, parce que s'ils avaient pris encore notre place en disant nous sommes ce que nous sommes et puis on vous emmerde, c'est nous qui avons le pouvoir et puis vous la fermez. Moi j'aurais respecté cela. Vous voyez, les opérations à visage découvert, je les respecte. Ce que je méprise profondément, c'est les opérations sous faux drapeau. Et donc on est encore avec la théorie du genre, avec une opération sous faux drapeau. Elle n'existe pas. La théorie du genre n'existe pas. Et la théorie du genre n'existe pas, on se retrouve dans une... n'existant pas, on se retrouve dans une situation absolument extraordinaire, c'est que subitement une folle, extrémiste de droite, pétainiste il paraît aussi. Ouais, j'ai vu une négationniste, ça m'a négationniste. Conduit la France dans une situation extraordinaire, puisqu'elle leur dit, écoutez, parents, pères et mères, retirez vos enfants de l'école parce qu'ils sont en danger. La théorie du genre va les briser, mentalement, moralement, et va briser leur identité profonde. Et cette identité profonde qui est aussi basée sur l'identité sexuelle, va être une blessure qui sera montée de toutes pièces en classe, tandis que les parents travailleront, les enfants seront formatés, rééduqués dans une direction le plus souvent contraire à tous les principes de la famille dont ils proviennent. Et c'est là où on va tomber sur la déclaration de Vincent Peillon qui dit qu'il est question maintenant de manière prioritaire à l'école de briser les déterminismes familiaux notamment, de remettre en cause ces déterminismes familiaux, de les remettre en cause de manière sournoise, ça c'est moi qui le dis, c'est pas lui, dans la mesure où les programmes vont insidieusement, sournoisement proférer des idées qui vont petit à petit insinuer à l'enfant des doutes sur son identité sexuelle et sur son orientation sexuelle. Et là, on arrive à la lettre de M. Peillon de janvier 2013, qui, s'adressant aux recteurs et aux rectrices, leur dit « C'est l'objectif prioritaire de l'éducation nationale aujourd'hui, que d'inciter les enfants, les adolescents, à s'interroger ou à les questionner sur leur orientation sexuelle et leur identité sexuelle. » Et là, c'est grave parce que la mère et le père de famille, le matin, quand il envoie son gamin à l'école ou son ado à l'école, il se dit, bon, il va à l'école pour apprendre des savoirs. On va lui transmettre des savoirs. Eh bien non, on ne fera pas que cela. D'autant moins, je dirais, ou d'autant plus, qu'on transmet de moins en moins de savoirs à l'école, puisque le taux d'échec scolaire en France dépasse toutes les
prospectives et les prévisions les plus pessimistes. On atteint des taux d'illettrisme à l'école aujourd'hui, on lit de moins en moins bien. Fabriqués depuis les années 80 et qui sont complètement délirants. C'est la raison pour laquelle, bon, moi, dans les années 2008, j'avais lancé le RAID en disant, et en sonnant la tirette d'alarme, la sonnette d'alarme, en disant, voilà, vous avez 200 000, à l'époque je disais 150 000, mais depuis ça s'est augmenté. Et puis c'était que le chiffre officiel, en vérité, c'était beaucoup plus. On avait 150 000 adolescents qui étaient dégagés du système scolaire. Tous les ans à la rentrée, faute d'avoir atteint un niveau scolaire qui leur permettait de poursuivre des études ou même d'aller effectivement sur le marché du travail, où il n'y a pas de travail d'ailleurs, pour essayer de commencer à construire leur vie. Donc l'école devient très souvent sous la houlette d'un ministre socialiste, mais pas uniquement. L'UMP aussi a un bilan désastreux dans ce domaine. L'école devient un lieu où on ne se construit pas, mais où on déconstruit des choses. Et maintenant, M. Payon, il nous propose de déconstruire les stéréotypes. Alors, les stéréotypes, pour un parent lambda dans un quartier populaire, ou même au sein d'une classe moyenne, on se demande bien ce que c'est que cette bête. Eh bien, un stéréotype, c'est quelque chose qui, à nous paraît complètement, naturel, parce que je vais simplifier ce qui complexifie à dessein pour que personne ne s'y retrouve. Un stéréotype, c'est de penser, par exemple, qu'une fille qui joue à la poupée et un garçon qui joue avec un camion sont atteints de la maladie des stéréotypes. Et l'école va les convaincre doucement, avec le sourire, va les conduire à penser qu'ils pourraient jouer avec un camion en étant une fille et à la poupée en étant un garçon. Et ça paraît n'être rien. Mais il va y avoir une espèce de harcèlement régulier, une répétition d'activités pour que justement le doute s'insinue quant à l'identité sexuelle de l'élève et du jeune, et que des activités, des animations avec des intervenants extérieurs en provenance du lobby LGBT qui sont déjà rentrés dans les textes et qu'on a vu dans les journaux télévisés en présence de Najet Vallaud-Belkacem, qui animait dans des classes de CM2 par exemple, projections de films où on voyait des... On a les images, on va les diffuser tout à l'heure. Voilà, le fameux baiser de la Lune, c'est pas moi qui l'ai montré à la télévision, c'est je sais plus quelle chaîne. En tout cas, on a bien vu le porte-parole du gouvernement en présence d'un militant du lobby LGBT, de 1 ou 2 d'ailleurs, dans une classe de CM2, c'est donc du primaire. Le CM2, je pense que les enfants ont 10 ans. Qui faisait une animation autour d'un film qui était un dessin animé qui s'intitulait Le baiser de la Lune, qui racontait les amours homosexuels de 2 poissons. Et le militant LGBT homosexuel a expliqué aux enfants en classe, en présence du porte-parole de l'Élysée, du gouvernement, que un mariage homosexuel, quand les enfants disaient que ça leur posait peut-être un petit peu problème, ben non, c'est bien. Mais l'enfant n'a pas, à mon avis, à être soumis à ce type de confrontation. Je ne pense même pas qu'il ait besoin, à cet âge-là déjà, d'être soumis en classe à des questions de sexualité. Ça me paraît plus que précoce. À des questions d'homosexualité a fortiori, ce n'est pas parce qu'ils ont fait passer par force le mariage homosexuel que les enfants, à partir de 4 ans, doivent en être le témoin et... je dirais, les arbitres enthousiastes entre eux et leurs parents qui pouvaient être contre l'adoption de cette loi. Donc l'éducation nationale outrepasse complètement sa mission, c'est-à-dire qu'elle se permet depuis maintenant malheureusement longtemps, mais plus que jamais avec l'introduction sournoise de la théorie du genre, de prendre la place des parents. C'est la raison pour laquelle Rossignol a dit « les enfants n'appartiennent pas à leurs parents ». Ben, bien sûr, Madame Dugenou, on en est là, effectivement. Ils n'appartiennent plus à leurs parents puisque vous vous permettez à l'école de leur parler de choses qui ne concernent que le domaine familial, dans lequel le père et la mère devraient jouer un rôle fondamental et strictement privé. Et nous en sommes maintenant à dégrader l'espace de la famille. Je dis dégrader pourquoi? Parce qu'il n'est plus respecté. Parce qu'il se trouve en opposition avec un milieu scolaire qui se prétend supérieur au milieu familial, à diffuser des références qu'il considère depuis l'école comme supérieures aux références familiales. Moi je suis désolée, l'école n'a pas à jouer ce rôle dans une civilisation saine.
Alors on se moque de moi en disant, oh, elle parle de décadence. Mais qu'est-ce que c'est d'autre que cela? Lorsque l'État prend en charge l'éducation à la sexualité de manière aussi poussée et intime, est-ce que je ne suis pas en droit de parler de décadence? Et je vais en parler en termes complets. Je pense qu'il y a décadence du côté des parents aussi bien que du côté de l'État. Parce que nous, les parents, nous devrions effectivement être considérablement choqués par cette spoliation et cette dépossession de nos enfants. Or, nous l'acceptons parce que le fait accompli et la puissance étatique étant ce qu'elle est, nous nous mettons à considérer que nous ne pouvons rien faire par rapport à ces OPA sur nos enfants. Et là, je dis qu'il s'agit d'une décadence de l'autorité paternelle et de l'autorité maternelle. Décadence de l'État aussi, lorsque celui-ci s'immisce de manière extrêmement intrusive et abusive sur des questions qui, en aucun cas, ne doivent relever de la puissance publique. Parce que, alors, je suis en droit non seulement de parler en effet de décadence, mais aussi de totalitarisme. Quand on vient me dire que je suis une fasciste, je voudrais que certains qui m'accusent aillent se regarder tout de suite immédiatement dans la glace, et puis ils pourraient peut-être en eux effectivement reconnaître les tares qu'aujourd'hui on m'accrédite. Alors par exemple ici, et je reviens maintenant à la théorie du genre, on me dit que en effet elle n'existe pas et qu'elle n'est pas dangereuse. Moi je dis qu'elle est dangereuse et je ne suis pas la seule à le dire. Des magistrats comme Patrice André l'ont démontré, des hommes d'église comme Arnaud Dumouche l'ont montré, des femmes intellectuelles comme Elisabeth Montfort l'ont également démontré, et je dois dire, moi qui suis musulmane, que sur cette question de la théorie du genre, j'ai été formée par des catholiques. Et on veut nous dire que les JRE sont un mouvement d'intégristes islamiques. Alliés aux catholiques intégristes. Alliés aux catholiques intégristes. Alors écoutez, si aujourd'hui, prendre position dans le monde dans lequel nous nous trouvons, dans la société dans laquelle nous sommes, et où en amenant nos enfants à l'école, ils se trouvent livrés à des gens qui eux-mêmes s'intitulent LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Les mots me manquent. Comment pouvons-nous admettre, du côté des autorités, quand elles sont représentées par des hommes et des femmes responsables, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui, et du côté des parents, comment peut-on admettre que des intervenants d'un lobby aussi groupusculaire, parce qu'on dit que je suis représentante d'un groupuscule d'extrême droite, mais je vous signale que je suis représentante d'une action nationale de pères et de mères de famille qui a montré son incroyable mobilisation et sa représentativité. Donc, on m'accuse d'une dimension groupusculaire qui n'est en vérité que celle du lobby LGBT, qui a quelques-uns en France décident de pénétrer dans les écoles pour parler aux enfants de choses dont parfois, dans certaines familles, nous ne parlons même pas entre adultes. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Il y a dans de nombreuses familles en France, et pas seulement chez les catholiques et les musulmans, chez les athées aussi, il y a de la pudeur. La pudeur est encore quelque chose qui est vécu dans les familles de France et qui est partagé à 100% par tous les enfants de manière instinctive. Je suis enseignante, j'ai eu des enfants, je me suis toute ma vie occupée en tant que fille aînée d'une famille nombreuse d'enfants de toutes les races, de toutes les classes sociales et de toutes les religions, et un enfant a naturellement de la pudeur. Et aujourd'hui, cette pudeur est mise à mal gravement par l'école publique, dans le dos des parents. Dans le dos des parents. Et comment peut-on comprendre, par exemple, cette histoire qu'on propose à la lecture des enfants? Le titre lui-même
est absolument confus pour un enfant, Ouais. et même pour un adulte, Même pour un adulte, ouais. parce que franchement, il s'agit de raconter l'histoire d'un petit garçon qui était une petite fille. Est-ce que ce n'est pas la théorie du genre? Ceci. Et je vous cacherai les illustrations qui se trouvent à l'intérieur, car elles sont extrêmement éprouvantes pour un parent. Parce que par exemple, et vous allez en trouver par exemple ici la preuve, vous avez le petit garçon ou la petite fille, parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'elle est, qui se retrouve tout nu à la hauteur du sexe d'un gros monsieur, et qui, de loin au moins et de près également, semble représenter tout de même la fellation d'un enfant à un adulte. Ah ouais. C'est choquant que ça soit pour les enfants, ça, c'est clair. Et ce livre ne date pas des années 2010. C'est un livre qui date des années 70. Donc, quand on me dit que la théorie du genre n'existe pas, alors que celle-ci avance et fait son chemin depuis des décennies, je dis que nous avons affaire, une fois de plus, au gouvernement du mensonge. Nous avons affaire, bon, Cahuzac, les statistiques du chômage. Et maintenant, la théorie du genre, qui n'existe pas. Alors, si cette théorie n'existe pas, comment se fait-il que le gouvernement tout entier, le ministre de l'Éducation en tête, s'est mobilisé d'une manière extrêmement déterminée, Alors, ils ont convoqué les parents, apparemment. violente, on va y revenir, Ouais. à l'égard d'un petit prof de banlieue qui ment. Parce que moi, je ne suis qu'un petit prof de banlieue qui ment. Le ministre et tout le gouvernement, et le quand je dis tout le gouvernement, parce que le porte-parole est mobilisé sur cette affaire, et elle me menace d'ailleurs dans différentes vidéos. Donc le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Éducation, sont sur le pont, avec cellule de crise au rectorat, pour essayer de contrer une petite prof de banlieue qui ment. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, ça ne tiendra pas la route. On essaye de me faire peur, je n'ai pas peur. Si je suis venu vous parler ici, c'est pour montrer dans un média libre et indépendant que je suis prête à parler, à montrer mon visage et à dire mon nom, à assumer les propos que je tiens, à les réitérer, à appeler de nouveau les parents à se préparer à une nouvelle journée de retrait au mois de février, car nos enfants sont dans une situation qui est inqualifiable et qui n'a jamais été aussi grave. Maintenant, il faut qu'on parle de ce qui est arrivé aux parents après la journée de retrait à laquelle ils ont participé dans différentes régions de France et de manière, comme on dit, syndicalement massive, qui est un mot affreux, mais où ils ont été extrêmement nombreux à participer. Dans certaines écoles, on a eu 60% d'absentéisme ce jour-là. Au Minguette, par exemple, il y a eu des écoles quasiment vides, le 24 janvier. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est mobilisé. Donc il y a eu un impact énorme, ça leur a fait peur. Ça leur a fait peur. Énorme. Ce qui veut dire que, plus que pour le mariage gay, la France, les parents, le père, la mère, des notions qu'on veut faire disparaître, le papa et la maman. On veut faire disparaître le papa et la maman. Demain, est-ce qu'on ne va pas faire disparaître l'air? C'est même pas, donc c'est vrai que c'est... Donc, une mobilisation extraordinaire, une participation extraordinaire, une énergie extraordinaire qui s'est mobilisée pour sauver les enfants. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est mis à devenir fou, parce que là, je pense qu'ils ont pété les plombs, aussi bien Belkacem que Pénon. Là, je pense que, encore une fois, on a la preuve d'être conduit par le gouvernement vers des ornières desquelles on ne se relèvera que si le peuple décide effectivement de reprendre le contrôle de sa vie. Et reprendre le contrôle de sa vie,
c'est reprendre le contrôle de ses enfants. Parce qu'on n'a pas d'existence, nous les parents, si on a perdu nos enfants. Si on a abandonné nos enfants dans une institution scolaire devenue folle, et si on les voit effectivement sous les coups sournois de la théorie du genre devenir des LGBT à leur tour, là je pense que nous aurons raté notre existence et que nous en souffrirons de manière considérable jusqu'à notre dernier souffle. La théorie du genre, je l'ai dit, je vais le répéter, parce que aussi bien Vincent Payon que Najat Belkacem, en prétendant qu'elle n'existe pas, alors qu'elle a prétendu le contraire en 2011. On a des déclarations de Najat Belkacem en 2011, je les mettrai sur le Facebook des JRE 2014 bientôt, où on la voit déclarer que la théorie du genre a des vertus avec lesquelles la société devra faire. Donc en 2011, pour Najat Belkacem, la théorie du genre existait. Et non seulement elle existait, mais elle avait ses vertus. Il faudra peut-être que je revienne tout à l'heure sur ce qu'est la théorie du genre en termes simples, parce qu'on peut la compliquer à loisir, d'autant plus qu'elle est là en fait pour confondre tout et tout le monde, de manière à ce qu'elle s'impose justement dans la confusion et dans le chaos, pour créer encore plus de chaos. Vous voyez? Donc la théorie du genre, Najat Vallaud-Belkacem employait elle-même cette expression il y a 2 ans, 3 ans à peine. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi dit-elle que celle-ci n'existe plus, puisqu'elle a existé? À votre avis? Bah ça, je me pose bien la question, je sais pas. Elle a changé les termes, j'ai l'impression, non, parce qu'elle maintenant elle dit que c'est l'égalité homme-femme, je sais pas. Voilà, les termes ont été changés, puisqu'ils se sont rendus compte que la société française, le peuple français, les parents de France ne l'accepteront jamais. Vous savez, le diable, pour enjoliver ses plans destructeurs, il met toujours quelques touches d'étoiles, saupoudre d'étoiles, ses projets. Eh bien, on va dénommer la théorie du genre respect, égalité, lutte contre les discriminations. Ça rapporte gros. Hein. On met la théorie du genre derrière la lutte contre les discriminations homophobes en particulier, et on associe immédiatement aux discriminations homophobes les discriminations raciales. Comme ça, on va faire taire tout le monde, parce qu'on n'est pas homophobe, on n'est pas raciste. Et on y met effectivement la question raciale pour que la question de l'homophobie puisse effectivement passer la porte le plus rapidement possible. Donc non, on n'est pas homophobe, on n'est pas raciste. Donc si on n'est pas homophobe, on n'est pas raciste, de mon point de vue en France, pour l'avoir vécu ici pendant des années, si on ne comprend pas pourquoi cette lutte contre les discriminations de cette nature-là. Donc on les invente de toutes pièces, d'une certaine façon. Et ces inventions de comportements, je dirais, culturels français, la culture française a-t-elle jamais été homophobe? Pas trop, je pense que c'est une culture assez tolérante, la culture française. Quand même. Le mot, oui, le mot de tolérance convient bien, mais moi je pense même qu'on peut dire que la culture française a été souvent portée par des homosexuels, représentée par des homosexuels. Donc, dont acte. La culture française est-elle raciste? La question peut être discutée longuement, mais force est de constater quand même qu'en France, nous avons eu la possibilité, à de nombreuses occasions, de se battre contre le racisme, et particulièrement dans les années 80, ce qui veut quand même dire que ce n'est pas une posture française qui est admise sans le moindre remords ou volonté de remise en cause. On n'a pas vécu l'apartheid de l'Afrique du Sud en France. Non, pas rigoler. Bon. On n'a pas vécu non plus une situation idéale, mais cette situation idéale existe-t-elle quelque part sur cette terre? Donc, ces discriminations qu'on nous met en avant, discrimination
homophobes, lutte contre les discriminations homophobes ou contre les discriminations raciales qu'on veut associer pour justement faire passer la théorie du genre, c'est une arnaque de plus, du même niveau et selon les mêmes modalités que l'arnaque de l'antiracisme des années 80. Comme c'est les mêmes personnes qui font le jeu, de toute façon, on réutilise les mêmes recettes. Vous savez, plus c'est gros, plus ça passe. Et puis ce qui a marché il y a 20, 30 ans, ben, puisque ça marche et qu'on est assez idiot pour continuer à se situer dans le déni, nous, les habitants de France, eh bien alors pourquoi pas continuer, puisque ça rapporte et que ça marche. Sauf que là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'ils viennent de s'attaquer sournoisement à ce qui constitue l'âme d'un père et d'une mère, c'est-à-dire ses enfants. On nous demande aussi, est-ce qu'il y a une volonté de légaliser la pédophilie dans cette théorie du genre? Ça, bon, moi je ne voudrais pas en arriver là tout de suite parce que je ne voudrais pas être assassiné à la sortie du studio. Hein? Il faudrait quand même qu'on se rende compte que c'est une question qui est extrêmement dangereuse. J'ai quand même encore quelques enfants qui comptent sur moi. Disons que il est question de légaliser la théorie du genre et que celle-ci comporte une hypersexualisation des questions scolaires qu'on n'a pas connues avant et dont on se demande bien, encore une fois, ce que cette hypersexualisation des programmes sous couvert d'égalité vient faire dans une classe et dans un programme scolaire. On ne peut que s'étonner de la présence de ces préoccupations sexuelles au sein de l'école. Voilà, ça je pense qu'on peut le dire comme ça. Que la théorie du genre se présente à l'école sous forme de préoccupations sexuelles à l'école et dans les programmes scolaires sous les noms de égalité filles-garçons. Donc là aussi on va dire que je suis folle, mais allez regarder sur le net, hein, vous trouverez les programmes, à moins qu'ils les enlèvent ce soir, parce que au fur et à mesure que je parle, vous savez, il y a des choses qui disparaissent des sites officiels du gouvernement, donc ça c'est pas mal. Notamment sur la ligne Azur, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, allez regarder sur le net et vous allez par exemple trouver un rapport que je vous conseille d'étudier, je l'ai dit déjà il y a longtemps dans une de mes vidéos. Allez voir le rapport Technay, Michel Technay, qui a été déposé donc sur le bureau de monsieur Vincent Payon, et vous allez vous-même constater quels sont les projets du gouvernement dans ce rapport. Alors, puisque vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez tiré? J'étais effrayé, quoi. C'est-à-dire que... Et pourquoi? Ce qui m'a effrayé, c'est qu'on rentre à ce point-là dans ce qui était un... Puisque justement, voilà, on parle de domaine réservé, il y avait un domaine réservé aux parents avant. Et là, j'ai l'impression que l'État va pénétrer ses limites. On va pas nous demander de porter des slips ou des caleçons et la longueur du machin. Et on veut tout contrôler, tout. Et on enlève, effectivement, tout à l'heure, vous parliez des parents qui se sentent dépouillés. Là, dans ce rapport, on sent qu'on veut dépouiller le reste de ce que pouvaient encore influer les parents sur leur enfant. En tout cas, là, il n'y a plus rien, quoi. L'État doit absolument formater de A à Z. Je vais peut-être aller loin, mais pour moi, c'est un espèce d'eugénisme mental, enfin, qui est en train de se mettre en place, où ils vont formater comme ça, on croirait le meilleur des mondes, quoi, on formate comme ça les élèves, un espèce d'homme nouveau. Ça rappelle, ceux qui aiment bien, ils aiment bien les périodes sombres, parler de retour aux périodes sombres. Moi, quand je lis ce rapport, je me dis, on arrive dans une période sombre. Extrêmement sombre. Donc il faut prendre connaissance du rapport Technay, qui est un rapport absolument officiel, et sur lequel se base Vincent Payon aujourd'hui pour mener sa politique d'ABCD de l'égalité. D'accord? Il y a aussi un rapport qui est très important, puisqu'il est... conçu par un syndicat enseignant, le SNIPP, SNUP, etc. Et dans ce rapport, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un projet, mais que des expérimentations sont déjà en cours dans 10 académies d'ailleurs, dont on peut retrouver les noms toujours dans le site du gouvernement,
Vous verrez qu'il y a par exemple l'Académie de Créteil, Bordeaux, etc. Je ne les connais pas toutes par cœur, où des expérimentations sont menées dans le cadre de l'opération ABCD de l'égalité, où on va trouver des institutrices qui, par exemple, vont organiser des défilés. Enfin, une institutrice en témoigne, qui s'est donc dirigée dans ce travail dans une classe, où elle a habillé des filles en garçons et des garçons en filles, et les a fait défiler. Et vous trouverez toutes sortes de séances organisées, écrites, noir sur blanc, dans le rapport du syndicat enseignant. On mettra, si on le peut, les coordonnées, si vous le voulez bien, de ce rapport, pour que vous alliez voir par vous-même, en effet, que Madame Farida Belgoul ne ment peut-être pas autant que ceux qui l'accusent, voire pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le chat? Parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, par exemple, il y a Victor Dumdum qui dit « Bonsoir Madame Belgoul, j'aimerais faire un petit constat et vous poser une question. Je crois que sur cette théorie du genre, le pouvoir, UMPS, indifféremment, sachant le peuple réticent par avance à très petits pas. Schématiquement, ils testent l'opinion, puis imposent leurs mesures à petits pas. Dites-moi, est-ce que vous êtes du même avis et est-ce que dans cette affaire, il n'y a pas il demande des convergences d'intérêts. Alors, il dit une fraction antichrétienne, souvent judéo-sioniste, PS contre la famille, une fraction ultralibérale qui veut marchandiser le corps des gens, des lobbies ultra-minoritaires et souvent déviants, etc. » Et bon, il est désolé que la question soit un peu longue, c'est Victor Dumont. Non, mais ce que je retiens de cette question, c'est qu'elle accuse d'autres que nous-mêmes. Bon. Moi, je suis venue ici aussi pour qu'on s'accuse soi-même, c'est-à-dire qu'on fasse notre remise en cause. Je pense que la théorie du genre, quelle que soit l'analyse qu'on peut faire autour du fait qu'elle nous est imposée de l'extérieur par de vilains méchants, est aussi quand même le produit de nos échecs familiaux à nous. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, et d'une façon certaine même, la théorie du genre est la manifestation de nos propres péchés, entre guillemets. Je veux dire par là que cette théorie du genre n'aurait pas pu s'imposer comme ça dans les écoles de nos enfants si nous avions su défendre notre famille avant même d'en arriver là. C'est-à-dire que tout le monde veut être conseiller municipaux, par exemple, dans les quartiers populaires aujourd'hui, lorsque des élections à ce niveau se présentent. Moi, je dis maintenant, compte tenu justement de ce que je découvre avec l'introduction de la théorie du genre à l'école, je dis que ce ne sont pas des conseillers municipaux dont nous avons besoin, ce sont des conseillers conjugaux, car nous devons sauver les couples. Si nous nous étions préoccupés d'empêcher le divorce se répandre comme il s'est répandu, et je le dis parce que ça s'est fait au détriment des enfants, moi, 2 adultes qui divorcent et qui n'ont pas d'enfants ne m'empêchent pas de dormir. Mais là où il y a une violence inouïe, c'est lorsque l'enfance, au milieu de ce divorce, se retrouve ensuite la proie de programmes comme celui de l'ABC de l'égalité, et où aucun des 2 parents ne peut se rendre compte du piège dans lequel se trouve son enfant, parce qu'il n'y a plus de concertation entre les parents, et que cette absence de concertation entre les parents empêche aussi la concertation avec l'enfant, et que nous perdons le contrôle de notre vie effectivement petit à petit, alors qu'en face de nous, le contrôle est de plus en plus prégnant. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation de division jusqu'au sein de nos familles, et que cette division aujourd'hui, clairement, porte préjudice de manière extrêmement grave à la pudeur et l'intégrité de nos enfants. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que c'est que le mariage. Effectivement, le mariage s'est dégradé, et c'est parce qu'il s'est dégradé aujourd'hui qu'on vient dire, bah écoutez, votre saleté là qui ressemble plus à rien, bah nous on va l'améliorer. Et on va l'améliorer en proposant, au lieu d'un homme et une femme qui, à 2 mariages sur 3, sont séparés, on va vous faire la panacée avec un homme et un homme, une femme et une femme. Puis finalement, vous vous battez là pour, en cas de divorce pour la garde des enfants, la pension alimentaire que le type la plupart du temps ne veut pas payer. Et ben nous, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la PMA et puis la GPA, parce que comme ça, on ne se battra pas, on aura payé la grossesse de l'embryon qu'on aura finalement acheté, et il n'y aura pas de conflit avec la mère, puisque celle-ci n'aura été effectivement qu'un ventre alloué, comme l'a proposé Pierre Berger. Pierre Berger, lequel est le patron du monde.
C'est-à-dire que le Monde aujourd'hui m'accable. Son patron, c'est Pierre Berger. Pierre Berger, c'est quelqu'un qui a proposé aux femmes de cette planète, et évidemment aux plus pauvres, de louer leur ventre comme exactement les hommes louent leurs bras, et ça ne l'interroge pas du tout, ça lui paraît normal. Comment peut-on imaginer que sur ce que je dis aujourd'hui, le Monde peut dire la vérité? Il est payé par Pierre Berger, renfloué financièrement, régulièrement, parce que toute la presse écrite aujourd'hui s'effondre. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que bon, les Français, ça va bien 2 minutes. Je suis en train de les critiquer en disant, nous, Français, aujourd'hui, on a vraiment sauté les plombs parce qu'on s'est laissé déposséder. Il n'empêche que quand même, les gens ne vont plus lire la presse écrite. Libération, c'est la même chose. Alors, Libération, c'est pareil. On fait des articles pour me ridiculiser. Moi, je vais ressortir les coupures de presse de Libération des années 70, où on trouvait de véritables articles de soutien aux pédophiles de l'époque. Et où on voit même, j'ai la coupure de presse à la maison, des dessins représentant une petite fille faisant la fellation à un homme dans les colonnes du journal. Le journal Libération a défendu des pédophiles et a débattu sur la question de la pédophilie aussi simplement qu'on débattrait, nous, de la cueillette des pâquerettes dans le Vaucluse. Et ils ont été pendant un temps des gens qui, pour répondre à la question précédente, ont effectivement essayé de contribuer, peut-être pas à une dépénalisation, mais en tout cas à une sorte d'acceptation culturelle plus ou moins oiseuse pour effectivement considérer que la sexualité entre un enfant et un adulte pouvait être envisagée. Bien, Libération a ensuite, sous la pression de la société tout de même, changé son fusil d'épaule et pendant des années a plus ou moins laissé tomber cette ligne qui était effectivement catastrophique. Alors aujourd'hui, ils se reconnaissent dans la théorie du genre. Je demande à ceux qui m'écoutent aujourd'hui de faire des recherches sur les liens entre Libération et celui qui le paye. Ça me paraît important, celui qui le finance. Et puis des liens aussi sur Libération et son rôle et le rôle qu'il entretient au corps des hommes, au corps des femmes, au corps des enfants, à sa relation avec la culture sexuelle en général, au libertinage en particulier. Et si en faisant des recherches on considère que les positions de Libération dans ce domaine sont intéressantes, on y fera effectivement le lien avec le soutien qu'il apporte aujourd'hui à la thèse de la rumeur et à la thèse de l'inexistence de la théorie du genre. Ah, mais alors on nous dit par exemple, il y a Timout, je suis pion et dans mon collège, 3 policiers sont venus nous demander s'il y avait eu des parents qui avaient refusé d'envoyer leurs enfants à cause de la théorie du genre. Est-ce que vous pouvez le redire, parce que vous avez été vite. Alors, je suis pion et dans mon collège, 3 policiers sont venus nous demander s'il y avait des parents qui avaient refusé d'envoyer leurs enfants à cause de la théorie du genre, c'est-à-dire qui avaient participé à cette JRE, quoi. C'est un pion de collège qui nous dit que la police est venue enquêter, quoi, carrément. Oui, on a eu plusieurs témoignages, il n'y a pas eu que dans l'établissement de ce pion, comme il se dit lui-même là, il y a eu plusieurs témoignages qui montrent que la police a été mobilisée sur cette question. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, des papas et des mamans décident une journée de garder leurs enfants avec eux pour débattre les uns avec les autres, moi j'étais pas partout, hein, et de faire des recherches, notamment sur le net, et de se rencontrer, voire, pour essayer de déterminer le vrai du faux et d'essayer de comprendre cette question du genre dans les programmes dits de l'égalité dans les écoles en ce moment. Et la réponse de l'institution a été de leur envoyer la police. Alors qu'il n'y a eu évidemment aucun trouble à l'ordre public, puisque j'ai moi-même insisté personnellement à plusieurs reprises auprès des parents qui me suivaient pour ne pas distribuer de tracts à la sortie des écoles, même si cela a été fait, mes déclarations ont toujours fait en sorte de demander aux parents de ne pas le faire parce que je craignais la polémique aux abords des écoles. J'ai demandé aux gens de se rencontrer dans des lieux fermés privés, ce qui est encore un droit pour nous de discuter dans des espaces qui sont privés. J'ai fait en sorte qu'aucune manifestation n'ait lieu sur la voie publique, etc. Et malgré ça, on nous a envoyé la police. On nous a envoyé la police le jour de notre rassemblement
en Ile-de-France dans une base de loisirs. Des gendarmes aussi sont venus voir ce que nous étions en train de trafiquer. On était 250 personnes dans une salle, ce qui était considérable, à 60 km de Paris. Des parents se sont déplacés sur 60 km pour que nous puissions ensemble justement discuter de la journée de retrait de l'école et de ses motivations. Pour dire que c'est une question qui touche au plus profond de l'être d'un père et d'une mère. Ouais. Parce que les gens ils sont mobilisés, donc avec ces mobilisations Internet, autant le dire. Oui, et même, ce qui s'est passé, c'est incroyable. C'est absolument incroyable parce que, en fait, nous avons lancé sur Internet l'appel à la JRE et de manière extrêmement miraculeuse, ça s'est relayé par SMS. Et je vous dirais que j'ai appris qu'une mobilisation peut s'effectuer par SMS. Ce sont des SMS qui ont fini par nous arriver aussi à nous et qui ont été une véritable traînée de poudre dans tout le pays et qui ont mobilisé, je dirais, à probablement 70% de notre mobilisation. C'est 70% de notre mobilisation qui a été effectuée par ces SMS que nous n'avons pas envoyés, que nous avons reçus nous-mêmes, et probablement 30% de notre mobilisation par notre propre travail. Et j'en veux pour preuve le fait que personnellement, j'avais loué une salle qui devait avoir une capacité de 100-150 personnes dans une base de loisirs. C'est bien la preuve que j'attendais pas des milliers de personnes. Et il y a eu des milliers de personnes qui se sont mobilisées et auxquelles j'ai dû demander de ne pas venir dans la base de loisirs puisque la capacité d'accueil avait déjà dépassé de 100 le lieu. Donc si j'avais pensé que j'allais atteindre cette audience-là, je ne me serais pas retrouvée dans une salle d'une capacité d'accueil aussi peu élevée. Et les SMS ont fait un travail extraordinaire et qui nous a surpris nous-mêmes. Alors on nous dit aussi qu'en Allemagne, il y a des parents qui ont fait de la prison parce qu'ils ont refusé les cours sur le gender. Oui, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Bon, l'Allemagne c'est un pays qui n'est pas la France et qui est sur cette question extrêmement totalitaire. La crainte que j'ai, c'est que la France se dirige sur la même voie un petit sur peu. la même voie. Parce que là on vous envoie la police et puis dans pas longtemps on va apprendre qu'on a arrêté tel parent ou tel parent. Mais, oui, ça c'est un petit peu la crainte qu'on peut avoir. Mais je veux dire que sur l'Allemagne, par exemple, les choses sont encore différentes de la situation française, dans la mesure où déjà en Allemagne, l'instruction en famille est interdite par la loi. Donc, lorsqu'on se retrouve avec... Et c'est sur cette base, en fait, qu'on va mettre en prison des gens qui auront empêché des enfants d'assister à des cours sur la théorie du genre. Parce que l'instruction en famille est interdite par la loi. Et je vous le donne en mille, quel est le régime qui a interdit l'école à la maison en Allemagne? C'est les nazis. C'est le Troisième Reich. À tous les coups. Et aujourd'hui, les sénateurs UMP proposent La même loi en France. la même loi en France. C'est-à-dire que on me traite de fasciste et les sénateurs UMP proposent en France une loi inspirée par le Troisième Reich. Pour interdire donc les personnes de pouvoir Pour donner interdire l'éducation, aux familles de faire et de pratiquer l'école à la maison qu'on appelle l'instruction en famille et qui peut exister sous des formes diverses, avec ou sans cours par correspondance. D'accord. Et là, il ne s'agit pas du PS, mais de l'UMP, De l'UMP. mais de sénateurs UMP, oui. Ils sont tous vraiment... Alors là, on nous dit le 18 janvier 2014, des parents ont organisé en Allemagne à Cologne une manifestation contre les cours obligatoires d'éducation sexuelle version gender, où les enfants, dès la maternelle, sont confrontés à un contenu pornographique explicite, les invitant à tester sur eux des pratiques qu'ils n'ont pas encore connues. Voilà, donc ça c'est ce dont on parle sur Internet, mais on en parle aussi de manière très sérieuse en dehors d'Internet. Alors est-ce que là aussi il s'agit d'une rumeur? Bah apparemment, on nous a mis le lien, alors je pourrais pas aller voir ce que ça donne tout de suite, mais j'ai vu passer plusieurs articles là-dessus, quoi. C'est très très inquiétant, quoi. Extrêmement inquiétant. En tout cas, il y a une sextoy qui a été
fabriqué en Suisse, qui est une boîte dans laquelle on met des jouets qui représentent des sexes de femmes et des sexes d'hommes et qui seront effectivement distribués aux enfants en Suisse. En Suisse. En Suisse. Bon, ben, on va faire une petite pause et puis revenir. Je voudrais dire quelque chose avant la petite pause, parce qu'elle me paraît extrêmement importante, cette information, dans la mesure où je ne voudrais pas la dire trop tard dans la soirée, si jamais des gens qui vont travailler soient dans l'obligation de me laisser, pour aller se coucher, reprendre des forces. Eh bien, je veux dire que les parents qui ont fait la JRE ont considérablement souffert après la JRE. Ils ont été l'objet d'un harcèlement et de représailles extrêmement cruelles de la part du gouvernement. Monsieur Vincent Payon a ordonné que des convocations soient lancées dans tous les établissements pour que les parents qui ont participé à la JRE soient amenés dans les bureaux d'inspecteurs de l'éducation nationale et pour rendre des comptes. Pour avoir déscolarisé cette journée-là leurs enfants auxquels on a refusé le motif de la JRE. C'est-à-dire que vous avez plein d'enfants dont les parents ont notifié, comme c'était prévu par la JRE, qu'ils avaient retiré ce jour-là les enfants de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre en classe. Eh bien, ces motifs ont systématiquement été rejetés par les agents fonctionnaires qui les ont reçus dans les cahiers de liaison. Ce qui est absolument incroyable. Vous avez des directrices d'école ou des directeurs d'école qui sont des pères ou des mères de famille eux-mêmes et qui ont joué la carte contre les parents, contre les enfants. Certains ont rassemblé des enfants ou les ont pris en tête-à-tête pour les punir sévèrement, de manière humiliante par exemple, en leur attribuant des zéros, en leur attribuant des heures de colle, en les menaçant de sanctions avant que la JRE ait lieu, quand des parents ont commis l'erreur justement d'aller prévenir l'école qu'ils allaient participer à cette action, et une véritable répression qui relève du harcèlement moral, qui est condamnable par la loi, s'est mis en place à l'éducation nationale, partout où des parents ont osé retirer leurs enfants une journée pour justement réfléchir sur la question de la présence de la théorie du genre sous une forme voilée et sournoise dans les programmes de leurs enfants. Et on a vu s'abattre sur les quartiers populaires en particulier, parce que ce sont ceux-ci, au cours de cette première journée, qui se sont considérablement mobilisés, et en particulier en effet des musulmans. C'est pour ça qu'on dit, en même temps qu'on est nazi et fasciste, on est aussi des salafistes. Bien, mais il n'y a pas eu des musulmans qui se sont mobilisés. Aujourd'hui, je ne reçois pas seulement le soutien des musulmans, nous en reparlerons tout à l'heure après la pause. Et je voudrais que les Français se rendent compte que pendant que nous parlons aujourd'hui, des mères pleurent en France parce qu'elles ont été réprimées par l'institution scolaire pour avoir osé poser la question de la théorie du genre à l'école. Je voudrais qu'on se rende compte qu'aujourd'hui des enfants pleurent parce qu'ils ont été sanctionnés, parce que leurs parents ont pris la décision de les retirer de l'école ce jour-là pour soulever et comprendre toujours cette fameuse question de la théorie du genre à l'école. Des pères ont été humiliés, toujours pour la même raison. Des cahiers de liaison, je le répète, ont été retirés. Des zéros ont été attribués. Des cols ont été distribués. Des rétentions de personnes dans des salles ont été effectuées. On a vraiment mis le paquet du côté du gouvernement et on a trouvé les agents fonctionnaires de l'éducation nationale pour faire le travail. Parce que n'oubliez pas que je suis une enseignante moi-même. Alors vous vous rendez compte de la différence qui existe entre l'enseignante que je suis titulaire de l'éducation nationale et cette directrice ou cette institutrice qui s'est précipitée sur des mères fragiles socialement parlant ou des enfants pour faire le sale boulot de Payon. Est-ce qu'on peut me comparer à ces gens-là? Est-ce qu'on peut me comparer à ces gens-là? Est-ce qu'on peut penser que ces gens-là valent mieux que moi? Et je ne dis pas ça pour me vanter, mais parce qu'aujourd'hui, aux parents qui ont participé, on dit que Farida Bengoul est une folle. Et la directrice qui a opprimé votre femme, ou votre mari, ou votre enfant, pour avoir osé déscolariser une journée sur cette question essentielle de la théorie du genre, elle est parfaitement saine et normale. Après la pause.